Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission pleine de surprises. Aujourd'hui, mon invité est un célèbre photographe révélé en France avec la série sur sa grand-mère Mamika, notamment vue en tenue de Wonder Woman, les Super Flemish également, dans laquelle il met en scène les super-héros des comics et du cinéma à la manière des peintres flamands. Sacha Goldberger a ainsi réalisé depuis 10 ans de nombreuses séries de photos dignes de production cinématographique. Il est désormais capteur aussi de célébrités avec Portraits croisés pour l'enseigne Cultura, on en parlera, mais aussi des personnalités dans l'ombre d'Emmanuel Macron dans le livre Les Invisibles de l'Élysée, sorti aux éditions Les Presses de la Cité. L'occasion donc de découvrir aujourd'hui qui se cache derrière l'appareil. C'est en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Sacha Goldberger. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais. Bon, Bien. Je suis ravie de vous accueillir avec nous aujourd'hui pour qu'on découvre un petit peu qui se cache derrière le Judas de votre vie. On va donc intervertir les rôles le temps d'1h30 puisque vous êtes désormais dans mon objectif. Vous avez 54 ans, vous avez été directeur artistique dans la publicité pendant 12 ans avant d'engager un grand virage artistique, comme on dit. Vous avez repris vos études de photo à l'école des Gobelins à Paris. Vous avez entamé donc une carrière auréolée de succès. Chacune de vos expos a une créativité détonnante. C'est un événement. Est-ce que c'est grâce à ce regard finalement de professionnel que vous devez votre succès aujourd'hui, puisque l'envie est de capturer ce que vous avez envie de voir? Écoutez, alors déjà on va remettre les choses en place. J'ai pas 54 ans. Je vais mourir à 54 ans. Non, 53. D'accord. Là déjà j'ai gagné un an. On a gratté une petite année. Je crois que depuis que je suis né, je viens d'une famille où on ne raconte rien comme tout le monde. Ça veut dire que la vision de la vie que j'ai eue depuis, elle est totalement, comme on dit chez nous, méchouguée, et complètement à côté de la plaque. Et donc, quand on est comme ça et qu'on vit avec des grands-parents, des parents un peu à l'ouest et qui voient la vie différemment, finalement, au fur et à mesure de la construction et de ma vie, j'ai commencé à m'apercevoir que ce que je voyais et ce que je pensais de la vie, c'était très loin de la vérité. Et quand j'ai commencé à faire des photos et à travailler, j'ai juste en fait montré la façon dont je voyais les choses et dont ma famille voyait les choses, c'est-à-dire totalement à côté. Donc c'est ça, c'est peut-être ça. On dit décalé, je suis un peu décalé à côté. Décalé un petit peu à côté, je crois que vos deux parents aussi sont décalés finalement, puisque c'est deux univers extrêmement différents. On va en parler dans cette émission bien sûr un petit peu plus tard, mais d'abord je voulais qu'on s'attarde sur ça. Vous êtes surtout, pardonnez-moi de vous le dire, donc le fils d'une antiquaire art déco et d'un fabricant de fromage, donc deux mondes qui n'auraient pas dû se croiser, mais voilà, on va en parler après. Mais vous êtes surtout le petit-fils de Frédérica Goldberger, votre Mamika, votre grand-mère Ashkenaz, qui a longtemps été votre muse. À partir de 2010, c'est une série qui a contribué largement à faire votre succès. On l'a vu dans les affiches de métro, moi je m'en souviens, en tenue de Wonder Woman sur les devantures, pendant longtemps dans des vidéos très tendres sur vos réseaux sociaux. Vous la taquiniez beaucoup en lui posant des questions sur la vie notamment et en la faisant réfléchir, et on va écouter un petit bout. Les Lubavitch, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les voitures, mais pas aussi bien. Et des photos de Sacha Goldberger. Tu crois que Sacha Goldberger fait des photos? Une série photographique de Sacha Goldberger. Ah ouais. Ah ben, j'ai pas inventé. Mon petit-fils fait les photos des voitures. Ah ouais, enfin des voitures et pas que des voitures, hein? Moi, j'ai pas de voiture. Non, tu n'es pas une voiture. Je suis pas une voiture. Moi, j'ai fait beaucoup de photos de toi. Oui, mais tu fais pas assez de photos des voitures que tu fabriquais. Oui, c'est ça. Mamie, je t'aime. Mais moi aussi, je t'adore. Ça vous émeut beaucoup, je crois, Sacha Goldberger. C'était pas... Je voulais pas. Non. Elle vous manque ? Ouais. Ouais. Ça a longtemps été votre muse, c'est ça. De quoi vous parliez avec elle dans l'intimité? Racontez-nous. Vous savez, cette femme, elle est exceptionnelle. Elle a vécu une vie tellement dingue que on a parlé de tout. Elle m'a raconté toutes ses histoires. Elle m'a posé des questions elle s'intéressait à tout. Et moi, j'ai vécu avec elle 52 ans. Et pendant 52 ans, on s'est marré.
Et elle avait une vision tellement folle des choses et tellement sympathique. C'est une femme on pourrait faire 10 émissions sur elle. Bien sûr. Elle a une vie. Elle a une vie, elle a fait, si je vais faire rapidement sur elle, mais en gros, elle est née à Budapest, fille de bourgeois, et en fait, ils avaient beaucoup d'argent, textile, et comme son père avait, d'après eux, raté l'éducation de ses 2 frères, son père a demandé à un de ses amis comment il fallait l'élever pour que ça se passe bien. Il lui a dit, élève-la comme une prolétaire. Et donc, elle allait le matin avec son chauffeur en bus, ils allaient à l'école, et l'après-midi, elle allait travailler à la chaîne. Et je pense qu'elle s'en est sortie parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est sauvée avec mon grand-père et ils ont sauvé pas mal de gens. Elle s'en est sortie parce que justement, elle a été un mélange entre une famille très bourgeoise où elle voyait des trucs incroyables, et l'après-midi, elle allait à la chaîne bosser avec les gens à la dure. Et donc, c'est ce croisement qui a fait que tout d'un coup, elle a été différente. Et on retrouve ça aussi dans votre histoire, finalement, quand on regarde vos 2 parents. Ouais. Une différence totale de statut, si on peut dire ça comme ça. Votre Mamika, elle a travaillé quand même jusqu'à 82 ou 83 ans. C'est un modèle incroyable. Elle est partie à 102 ans et elle était, elle était incroyable, puisqu'avec elle, vous avez finalement lancé quelque chose. Vous avez cassé les clichés de la vieillesse et vous avez dédiabolisé l'âge. Écoutez, à 85 ans, elle a arrêté de bosser. Donc, on a encore 2 ans Elle a arrêté de bosser et elle est rentrée. Elle était un peu triste, un peu déprimée, voire dépressive. Et donc, j'ai décidé de faire mon site et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un site à Ashkénaze. Alors, je me suis dit, soit on fait un truc avec tous les médicaments et les docteurs du monde, soit on fait un truc un peu décalé avec mamie. Et en fait, on a commencé à bosser comme ça. Et à cette époque-là, effectivement, elle venait d'arrêter de bosser. C'était très dur parce que toute sa vie, elle a vu des gens. Et là, voilà. Et c'est comme ça que moi on a fait la transition. C'est que je lui ai dit, tiens, puisque tu as du temps, essayons des choses et essayons de montrer la vieillesse, parce que jusqu'à cette époque-là, tout ce que je voyais de la vieillesse, c'était des gens dans des EHPAD, photographiés en noir et blanc, en général, soit en train de mourir, soit en train de dormir. Et c'était pas ça que nous, on vivait tous les jours. Moi, je la voyais en train de se marrer aussi, et de discuter avec ses copines, elle jouait au poker, picolait, enfin bon, c'était une vraie vieille dame. Moi, il faut savoir que j'ai appris à conduire avec elle, j'avais 15 ans, il n'y avait pas la conduite accompagnée à l'époque, on était sur l'autoroute. Et elle m'a dit, tu as déjà conduit? J'ai dit, non, mamie. J'ai dit une fois avec papa. Elle m'a dit, tu veux essayer de conduire? Elle avait une Golf GTI. J'ai dit, oui, très bien. On s'est arrêté sur le bord de l'autoroute, j'avais 15 ans. Elle m'a dit, alors prends le volant et conduis. J'étais complètement fou. Donc on a conduit et après coup elle m'a dit c'était un peu dangereux quand même. et voilà, et c'est vrai que quand ça parlera à très peu de gens, quand la boum est sortie, il y avait une vieille dame qui était. Et oui, si ça nous parle. Voilà, bien sûr. Et ma grand-mère, elle a tellement enterré cette femme, qui était formidable. Hein, mais moi elle a dragué pour moi dans des restos. Elle allait voir la serveuse et elle lui disait elle vous plaît. D'abord elle me disait est-ce qu'elle te plaît? Je disais oui, elle est pas mal. Et là la serveuse arrivait et elle disait à la fille mon petit-fils vous plaît? Je devenais tout rouge, je savais plus quoi faire, je voulais me cacher sous la nappe. Donnez-lui votre numéro, il va vous appeler. Et j'ai eu des histoires comme ça grâce à elle. Qui ont fonctionné. Ouais, incroyable. Ça a fonctionné, c'était chouette. Donc effectivement, quand on a commencé à travailler ensemble sur ces histoires de photos, on avait envie de montrer, d'abord j'avais envie de montrer un peu de l'humour ashkénaze, de cet esprit décalé et toujours un peu sérieux, un pince sans rire, et en même temps de montrer une autre vision de la vieillesse, parce que la vieillesse, évidemment qu'il y a des choses sordides quand on vieillit, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la joie, du décalage, et puis il y a plein de trucs où je lui ai dit mamie, est-ce que tu veux faire ça? Elle m'a dit mais bien sûr, qu'est-ce que j'en ai à faire avec tout ce que j'ai vécu? Elle a vécu des telles choses dans sa vie que pour elle finalement être habillée, se déguiser, c'était plutôt un truc agréable. C'était plutôt drôle. Voilà, et raconter des choses, parce que au début, elle m'a pas tellement pris au sérieux. Je pense que au début, elle a fait ça pour me faire plaisir. D'ailleurs, elle me regardait, j'avais l'impression qu'elle se disait, il est complètement fou. Si ça lui fait plaisir, au moins on va passer du temps ensemble. Et puis petit à petit, on a mis ces images sur Internet. C'était le début, il y avait MySpace, c'était avant Facebook. Ouais. Et MySpace, le truc, c'est que dès qu'on postait quelque chose, les gens vous écrivaient, il y avait toujours la même phrase, ils disaient, j'adore ton univers. Et donc, on a fait une page pour ma grand-mère. J'avais mis du Vichy avec de la musique klezmer d'un groupe que j'adore, qui s'appelle le Frélec Trio. Ils ont fait pas mal d'albums dingues. Les Fetterman, David et son frère. Et d'ailleurs, ils ont, je crois, la Caravane Passe aussi. Enfin, ils ont plusieurs groupes. Et puis, tous les jours, on postait une photo qu'on avait fait ensemble.
Et les gens ont répondu en lui disant mais c'est bien. Et donc tous les jours, elle a eu cette espèce de gratification de se dire mais c'est bien ce que je fais, ça amène quelque chose. Et on a amené une espèce de vision différente. Alors aujourd'hui, je vois pas mal d'images qui ressemblent un peu à des choses qu'on a pu faire il y a quelques années. Tant mieux d'ailleurs, faites par d'autres dans d'autres pays. Mais nous, voilà, je crois que ça n'existait pas encore. Et puis je l'ai pas fait parce que ça n'existait pas, mais je l'ai fait parce que d'abord c'était un partage incroyable. Et ensuite, je me suis dit mais il faut que je communique à la terre entière le bonheur de passer du temps avec cette femme. Et je crois que j'ai réussi à faire ça. Ça, c'est une des grandes joies de ma vie, c'était de faire connaître cette femme et de montrer des choses différentes. Et vous l'avez rendue éternelle, Sacha Goldberger. Chacun de nous considère en partie que on a, je crois, une grand-mère exceptionnelle. Très peu de gens vous diront, on dit toujours, voilà, elle est pour moi, c'est ma grand-mère, elle est exceptionnelle. Mais je crois qu'elle vous a surtout aussi un peu porté chance, Sacha Goldberger, puisque vous êtes devenu tout récemment ambassadeur de la marque d'appareils photo Leica. Ouais, et je crois que ça, c'est une histoire incroyable et elle se raconte. Ouais. Je crois que je pourrais faire et d'ailleurs j'y pense, peut-être écrire un roman ou faire un film avec les histoires de ce personnage, peut-être après le romancer, mais une des histoires qu'elle m'a racontées, c'était que après la Deuxième Guerre mondiale, les soviétiques ont pris Budapest et ont chassé les nazis et puis ils ont laissé les familles remonter leurs usines. Et donc ma grand-mère et mon grand-père, Michi, ont remonté l'usine familiale qui s'appelle Goldberger, qui était une très grande usine, très belle. Maintenant, à la place, il y a un musée, et puis un jour, ils sont arrivés dans l'usine, il n'y avait plus de machine. Plus rien. Le truc était vide. Donc ils se sont renseignés et ils se sont aperçus que les soviétiques avaient mis toutes les machines sur un bateau en départ de la Russie, parce qu'en fait, ils dépouillaient toutes les usines pour les emmener en URSS. Et donc, mon grand-père et ma grand-mère ont invité les soldats qui connaissaient, j'imagine qu'ils ont dû se renseigner un peu. Et à la fin du dîner, mon grand-père a pris un des officiers et l'a amené dans une pièce à côté et il lui a offert son Leica. Et 2 jours après, ou 1 jour après, quand ils sont allés à l'usine, le lendemain matin, toute l'usine, toutes les machines étaient revenues, branchées et prêtes à fonctionner. Et donc, cette histoire de Leica, depuis toujours, ma grand-mère me dit Leica a sauvé la famille. Grâce à un Leica, ton grand-père a récupéré les machines. Et il y a pas longtemps, j'ai contacté Leica en leur disant écoutez, j'ai cette histoire, mais surtout, j'adore votre marque depuis toujours et j'aimerais bien voir comment on pourrait collaborer ensemble. Et puis, on s'est rencontrés et ils m'ont proposé d'être l'ambassadeur de leur marque. Donc, je travaille avec le nouvel appareil, qui est un Leica M11, qui est juste, en plus, qui se trouve être un très très bon appareil. Et donc, je suis en train de faire une série que j'avais préparé depuis 1 an, qui s'appelle What if Hitchcock had been a feminist, en français, et si Hitchcock avait été féministe. Et je vais revisiter tous les films d'Hitchcock avec la vision de MeToo. Alors, c'est pas une série féministe, c'est une série sur le féminisme, et je vais parler du féminisme, qui est, je pense, une très bonne chose, mais aussi de l'excès du féminisme, qui il faut un peu moins. Et en fait, mon idée, c'est ça, c'est de montrer toutes sortes de choses. On va reprendre exactement, et on a déjà commencé, des films d'Hitchcock. Donc, on a commencé avec Les Oiseaux, La Mort aux trousses, des films un peu moins connus, comme Mr. and Mrs. Smith. J'ai revu, avec mon équipe, on a revu 53 films de Hitchcock. Je les ai tous découpés. On va parler d'Hitchcock tout à l'heure avec Jérôme Goulon, qui va venir nous parler de vos goûts, bien évidemment, culturels, qui en disent très long sur vous. Je crois que vous venez nous raconter une jolie histoire avec Leica. Je pense qu'elle se raconte un petit court-métrage pour la promo de la marque. Je pense que s'impose sur cette histoire que vous venez de nous révéler, qui est merveilleuse. Ça, c'est pour ce que moi je pense. Vous savez ce qu'on dit chez nous, Sacha Goldberger, souvent un être remplace un autre. Je crois que vous êtes devenu papa dans la foulée. Est-ce que ça a un petit peu fait tampon dans votre cœur? Parce que je crois qu'un enfant, ça prend aussi beaucoup de place, ça occupe pas mal de temps. Vous vous occupiez énormément de Mamika. Est-ce que finalement, la paternité vous inspire aussi autre chose maintenant? Ah oui, donc c'est une émission où on raconte tout. Eh oui. Ok. On voulait qu'on parle de poignée de porte? On parle de poignée de porte, qui est le surnom de votre... C'est pas son surnom, c'est son nom. C'est son nom. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma grand-mère. Alors je veux cette histoire aussi. Bon, non, effectivement,
toute sa vie, ma grand-mère m'a dit, je ne mourrai pas tant que tu n'auras pas un enfant et que je ne verrai pas ton enfant. De temps en temps, je me demande si c'est pas pour ça que j'ai mis autant de temps avant d'avoir un bébé. Mais il se trouve qu'effectivement... Pour la garder le plus longtemps possible. Mais bien sûr, évidemment. Il se trouve que j'ai un petit garçon, donc poignée de porte, et que ma grand-mère ne l'a pas connu. Mais la chance que j'ai eue, c'était qu'elle voit Lina, qui est ma compagne, enceinte, et que donc elle puisse toucher son ventre, et qu'on puisse en parler. Et des gens m'ont dit, de façon assez sympathique, qu'elle avait eu l'élégance de laisser la place. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé qu'elle le rencontre. En plus, je pense que ça lui aurait plu. Et en fait, l'histoire est simple, c'est que j'ai fait beaucoup de films avec ma grand-mère, et le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup joué sur l'absurde, comme elle adorait faire ça, en lui disant des trucs, n'importe quoi, pour aller voir jusqu'où on pouvait aller. Ouais. Puis en général, à chaque fois, elle m'a toujours suivi. On a fait un premier film, d'ailleurs, qui était assez génial, qui s'appelait Le Hold Up, dans lequel je lui expliquais qu'on allait attaquer une banque, parce qu'elle voulait acheter une Swatch. Et on n'avait pas assez d'argent. Et donc, le film est assez drôle, et je lui dis, je pousse à fond. Et là, l'histoire de Poignée de porte, c'est que elle était pas très en forme. Et je lui dis, écoute, mamie, on va avoir un bébé. On va avoir un bébé. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et je pense qu'elle n'avait pas suffisamment de mémoire, de forme pour pouvoir me trouver des prénoms. Et donc, voyant que ça venait pas, j'ai commencé à lui donner des prénoms débiles. Je lui dis, on va l'appeler Serviette de table. Elle me dit, serviette de table, c'est compliqué quand même. J'ai dit, écoute, mamie, serviette de table, c'est noble, tu vois. C'est composé, serviette de table ou poignée de porte. Et donc, on a continué comme ça. J'ai fait un film de ça. Et à un moment donné, elle dit, serviette de table, c'est peut-être pas si mal, ou poignée de porte. Et puis, il s'avère que elle meurt. Et donc, au moment où elle meurt, il faut que je fasse j'ai écrit une lettre pour l'enterrement, ce que je voulais absolument parler et raconter un peu des choses. Et je me suis dit, je vais pas faire une lettre sur elle, je vais faire une lettre à mon fils, et je vais parler de cette femme à mon fils. Et donc, comme je connaissais pas encore le prénom de mon fils, j'ai fait lettre à Poignée de porte. Et donc, j'ai lu à ma grand-mère, à Poignée de porte, j'ai lu à Poignée de porte l'histoire de ma grand-mère et de toutes les conneries qu'on a pu faire ensemble. Voilà, donc il s'appelle Poignée de porte, et ça vient d'elle, puisque dans le film que j'ai mis sur Instagram, on raconte comment, à un moment donné, je lui dis, et les poignées de porte, elle dit, bon, d'accord, poignée de porte. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Je crois que c'est... Est-ce que voilà, ça vous donne une inspiration? Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous? Parce qu'on va... Voilà, on a tellement parlé, on a 6 minutes pour parler de l'actualité. Est-ce qu'on y va, ou est-ce qu'on se donne encore un petit peu de mou? On se donne... non, on n'y va pas. Non, on n'y va pas. L'actualité, c'est triste. Alors, est-ce qui m'inspire? Je vais faire court et on fera long après. Pas encore. Non, pas encore. Ça va venir. Non. En tout cas, on va parler donc de l'actualité quand même. Vous avez travaillé tout récemment pour Cultura. On va expliquer brièvement qu'est-ce que c'est Cultura. Alors, Cultura, c'est la 3e plus grande marque de magasins de culture en France. Voilà. Ils sont venus me voir. Je vous avoue que je les connaissais pas. Voilà. Elle m'a dit Cultura. Je sais qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, grâce à vous, on va les connaître, parce que vous avez réalisé une série intitulée Portraits croisés, que vous avez conçue. On y retrouve encore votre patte folle, Sacha Goldberger, avec des personnalités qui vont avec. C'est une première photo de base imaginée en 2020, qui mettait en scène, je crois, Mathieu Chédid dans le personnage de Charlot, puis 30 portraits au total. Racontez-nous. Alors, ils viennent me voir, et Nathalie Kloschnendler, qui vient me voir et qui me dit, écoutez, voilà, on a une marque, c'est la plus grosse marque de culture française, on aimerait des portraits de Sacha Goldberger, et voilà, est-ce que vous avez des idées? Et je vous avoue que moi, je me suis dit, je connaissais pas Cultura, je me suis dit, écoutez, on peut faire des portraits, mais ça coûte un peu cher quand même. Et puis elle m'a dit, non, c'est bon, qu'est-ce que vous... Et puis en travaillant ensemble, il s'est avéré qu'elle m'a parlé de sa marque, qui est une très jolie marque, qui est une marque qui est pas connue à Paris, mais qui est connue dans le reste de la France. Et elle m'a montré un peu sur quoi il bossait. Et en fait, il s'avère qu'on a le même ADN, eux et moi.
ils sont à fond sur des échanges de culture, des croisements, des choses comme ça. Sauf qu'ils l'avaient jamais fait. Ils avaient fait un petit film interne qu'ils m'ont montré dans lequel qui m'a parlé. Et quand j'ai vu ça, elle m'a dit faisons des portraits. Je lui ai dit écoutez, très bien. Et j'ai continué ce que moi je faisais avant, c'est-à-dire que mon travail c'est souvent des mélanges. Je mets des super-héros flamands, voilà. Et ça leur a parlé. Et donc ils m'ont dit comment est-ce qu'on peut à un moment donné faire ça. Et la première série que je leur ai proposée, c'est une série pour leurs collaborateurs qui était assez marrante, qui était pour leur magazine, où on croisait des artistes connus ensemble. C'est-à-dire que je leur ai dit, on va prendre un de vos collaborateurs et puis on va le mettre en Jean de La Fontaine et en Kiss. Et donc on a fait un Kiss de La Fontaine, c'est-à-dire que j'ai fait une photo de Jean de La Fontaine avec un fond d'époque, et puis ce Jean de La Fontaine, on a fait les éclairs de Kiss, mais version de La Fontaine. Et on a pris comme ça toutes sortes de gens qu'on a croisés. Et une fois qu'on a fait ces 6 portraits, ils ont compris d'abord comment je travaillais, que j'avais un esprit d'équipe un peu comme parce que c'est une entreprise de famille, les gens, c'est incroyable, j'ai rarement vu ça. Ils font tout ensemble, ils partagent tout, c'est vraiment très et moderne et familial. Il y a un côté très agréable. Ils ont vu que nous, on travaillait avec mon équipe exactement pareil. Et ils sont revenus vers moi. Et puis moi, j'avais fait un projet qui s'appelait Non Essentiel, à l'époque où, en fait, on nous a expliqué que la culture, c'était bien, mais que c'était pas essentiel. Et donc, j'ai pris des gens que j'aimais, comme Pierre Richard, et je les ai mis. Alors, j'ai fait Pierre Richard en Clint Eastwood. Enfin, j'ai pris toutes sortes de gens. Kev Adams en La Joconde, Jérémy Frérot. Ça vient après. Et donc, je finis en 2 secondes. Je leur propose Non Essentiel en disant, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse ce projet-là, mais pour Cultura, voilà. Et donc là, on a fait Portrait croisé qu'on a commencé il y a 1 an, et on est en train de prendre toutes sortes d'artistes que moi j'aime beaucoup, que eux aussi aiment beaucoup. Donc c'est un choix commun et on les transforme dans d'autres personnages de la culture. Lesquels? Racontez-nous, parce que moi j'en ai noté plein. Il y a Emmanuel Berco et Nemo en Queen Elisabeth II et le prince Charles, Jérémy Frérot en Che Guevara, Eric Emmanuel Schmitt en Beethoven, Alexandre Jardin en Dracula, Olivia Ruiz en Barbarella. Enfin, les photos sont incroyables. Où est-ce qu'on peut les voir? Alors, on va les découvrir là. C'est-à-dire qu'on shoot. Normalement, il est question d'exposition, une grosse exposition à la fin de l'année à Paris. Peut-être au Palais de Tokyo, peut-être dans un autre endroit. On attend, on est en train de discuter. Ces expositions vont se promener dans toute la France. Et le projet, pour le moment, c'est 30 portraits. Donc là, j'ai rencontré Bart Abbas il y a quelques jours. On va le prendre en photo en Don Quichotte. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve un personnage qu'on aime, avec qui on a envie de travailler, derrière, moi et mon équipe, parce que je suis pas tout seul en fait, hein, on est très nombreux. On réfléchit sur le sujet, on essaye de voir en quoi on peut les amener en personnages de la culture, mais d'autres univers. C'est-à-dire qu'on essaie d'éviter chanteur, etc. Bien sûr. Et donc, j'ai fait un des portraits qu'on va voir bientôt. C'est Rim Kérissi, qu'on a fait en Dorama. Incroyable. Je l'ai vu en avant-première. C'est fou. Et donc, j'ai shooté, il y a eu 6 heures de maquillage. Enfin, c'est des portraits, on fabrique des décors. C'est incroyable. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Beaucoup de chance d'avoir une marque qui a envie de ça. Je l'ai fait pour eux. Et en même temps, une équipe, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'ils sont tous, pour moi, les meilleurs dans leur domaine. Et donc, Kev Adams en La Joconde, c'était assez compliqué parce qu'il a fallu... Il a dit oui tout de suite? Parce qu'il fallait quand même, c'est osé. Il fallait être barré. Mais le mec est barré. Donc c'est pour ça qu'on l'aurait pas proposé à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que faire la Joconde, ça m'ennuie. Par contre, prendre un homme pour faire la Joconde, et lui était capable. La difficulté, c'est que la Joconde, elle a un front gigantesque, que c'est pas sexy, en fait, d'être la Joconde. Et donc, il fallait qu'il accepte de pas être sexy, d'être la Joconde, et on a bossé à fond, on a fait faire les fonds, j'ai une équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et Cultura, ils me font confiance à 100%. J'ai une carte blanche intégrale pour faire exactement ce que je veux. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de leur vendre des trucs sur des hélicoptères au-dessus de la Tour Eiffel. J'ai pas les moyens. Parce que vous autoproduisez beaucoup. Alors, j'autoproduis toutes mes séries perso, mais pas celle-là. Ça, c'est Cultura qui l'a produit. En fait, ils me poussent, c'est du mécénat. En fait, je le fais pour eux. Et c'est un projet qui suivent, qui développent et qu'on fait ensemble. Voilà. Un projet qu'on va suivre de très près. On continue à parler avec vous et de vous dans cette émission de Sacha Goldberger. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur votre personnalité. Peut-être encore quelques questions sur vos projets, mais juste avant, c'est le rappel des titres sur Radio J.